je m'appelle Marie-Julie Bonin. Non. Salut tout le monde, c'est Marie-Julie Bonin, sauteuse à la perche et membre de l'équipe de France. On va commencer par le commencement. Tu étais quel type d'enfant? Plutôt du genre calme ou t'avais la bougeotte? Non, très très calme. Je pense que tu me laissais et tu me disais ne bouge pas pendant 3 heures et très obéissante et très calme. Avant de commencer l'athlé, tu as débuté par la danse. Pour quelle raison? Je pense que j'ai commencé surtout la danse parce que j'étais entourée de copines qui en faisaient. C'est le sport avec lequel je partageais des bons moments avec mes copines. Il faut se rendre compte qu'en fait le milieu de la danse classique c'est peut-être pas non plus très ouvert pour les personnes qui sont de couleur de peau foncée. Faut se le dire, moi je sais que je me souviens des galas de danse où en fait j'étais tout derrière avec mes longs bras et mes longues jambes. Donc je pense que je correspondais pas forcément non plus au prototype, enfin au morphotype des danseuses de cette époque-là. Rapidement, j'ai testé aussi d'autres choses, des disciplines toujours un peu artistiques, tu vois, donc avec le patinage artistique, le roller, tout ça. Il y a un certain accomplissement, mais en même temps, t'es un peu mignonne. C'est des sports où en fait, tu peux prendre soin de toi, où t'es contente de venir avec un beau collant, des beaux patins, tout ça. Et c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur parce que j'ai toujours été très coquette, mais c'était pas quelque chose qui me passionnait vraiment. Au début, t'aimais pas forcément danser. Un jour, t'as eu un déclic en entendant une chanson. Ah non, ça c'est ma mère qui vous a raconté ça. On a quelque chose à te montrer. Par pitié, non. Ah non. C'est trop la honte. Check that. J'étais trop fan. Et puis, bon ben ça j'imagine que c'est ma mère qui a dû vous raconter, mais ouais, c'est je pense une des premières fois où je me suis un peu lâchée. Tu vois, où j'ai un peu lâché prise parce que je pense que ouais, j'étais une enfant qui vraiment faisait ce qu'on lui disait de faire et là en fait mon corps a commencé à bouger un peu plus parce que mais si tu mettais une musique, moi j'étais stoïque comme ça. Pas un mouvement d'épaule, pas un mouvement de rien et je pense qu'elle se disait mais est-ce que ma fille est sourde? Est-ce qu'elle entend la musique? Est-ce qu'elle a ça? Enfin parce que ma mère quand même faut se dire que elle a travaillé dans le milieu de la nuit, elle a été gérante d'une boîte de nuit tout ça donc en fait elle se dit mais ma fille qui ne réagit pas à la musique, c'est spécial quand même. Et je pense que c'est à partir de là que j'ai commencé un petit peu à m'ouvrir, à devenir un peu qui je suis. Et ouais, c'est une petite passerelle en fait par rapport à ma personnalité et qui je suis devenue. Est-ce que l'athlétisme t'a aidé aussi à être peut-être plus à l'aise avec ton corps, à t'exprimer? Oui, et je pense que ça m'a surtout aidé niveau social, parce qu'en fait, j'étais très timide. J'étais une enfant très très timide et en fait ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, d'avoir plus d'interactions. On avait notre petit groupe de copines avec qui en plus on était assez performantes donc c'était chouette, on allait sur les championnats de France ensemble, on se suivait partout. Je dis toujours mais le sport pour moi c'est l'école de la vie et ça passe aussi par ça. Et comment est-ce qu'on trouve sa place aussi en équipe de France par exemple? Franchement la place en équipe de France ça se fait quand même assez facilement. À partir du moment où t'es ouvert, que t'as envie d'aller vers les gens et que les gens le sentent, bah, ça se fait très facilement. Tu t'es révélée au grand jour lors des championnats d'Europe de Boras en 2019 et à l'époque, tu avais déjà 2 fidèles supportrices. Alors là, non, pas les filles. Oh non. C'est les copines, c'est les meilleures. Et sans elles, on l'aurait peut-être pas fait. Et leur soutien, c'était génial. Moi j'ai pleuré. Léonie et Loulou et Daphné, mais purée. Incroyable. J'ai créé des liens avec ces filles sur ces championnats qui étaient juste incroyables. On était du matin au soir ensemble. C'est des filles avec qui on a passé un merveilleux championnat, avec qui j'ai des souvenirs de dingue. Je les remercierai jamais assez et c'est des merveilleux souvenirs, vraiment. À cette époque-là, tu as commencé à avoir un peu de visibilité et du coup, on a découvert ton pseudo sur Instagram, Paye tes tongs. D'où est-ce que vient ce pseudo? Alors, quand j'étais bien plus petite, je jouais à un jeu sur Habbo Hotel. Je sais pas si vous connaissez. C'était un jeu en ligne et tout le monde s'appelait Paye ta framboise, Paye ta modestie. Et moi, c'était Paye tes tongs. Alors que je déteste les tongs, je ne mets que des claquettes, vous me verrez jamais en tongs. Mais voilà, ça vient de là et en fait, ça a été super dur de m'en défaire. Je me souviens à Munich, on m'a dit mais non, mais en fait, MJ, il va falloir que tu passes en MJ Bonin. Enfin, il y a un moment où les gens ils vont vouloir chercher et ils peuvent pas trouver Paye tes tongs. Donc je l'ai fait à contre-cœur, mais je l'ai quand même gardé entre parenthèses. Et les gens à l'heure actuelle, quand ils me demandent, c'est terrible. Je sais pas comment leur expliquer ça. On te voit toujours de bonne humeur avec le sourire, mais mine de rien, tout au long de ton parcours, même s'il y a eu des très hauts, il y a eu aussi souvent des pépins physiques, des galères. C'est ça. Comment est-ce que tu as vécu et traversé tout ça? Ben, encore une fois, c'était des périodes pas faciles et surtout, je pense que la plus grosse blessure que j'ai pu avoir, c'était la blessure mentale. Parce que oui, j'ai eu des petits pépins physiques, mais rien de bien grave, juste des choses qui m'empêchaient à chaque fois d'être vraiment performante. C'était l'hiver 2019.
Donc là, à Boras, ça s'est super bien passé parce qu'on avait travaillé en prépa mentale, ce qui avait vraiment libéré un truc pour l'été. Donc j'étais tranquille, j'ai pu sauter, j'ai pu me faire plaisir. Et derrière, il y a eu le confinement. Et le confinement, en fait, c'était une période pendant laquelle j'ai vu pas mal de vidéos de fail, tu sais, de perche. Et en fait, je voyais des gens tomber, je voyais des gens faire des gamelles, des trucs que j'avais pas envie de voir et en fait qui m'ont un peu choquée et qui m'ont, même si sur le moment ça m'amusait, en fait ça m'a marqué. Et quand il a fallu reprendre des perches en main, en fait c'était très compliqué. C'était pas une période facile, mais en même temps je suis tellement reconnaissante d'être passée par là. Je me suis accrochée que maintenant ça fonctionne très bien et j'espère que ça inspirera d'autres personnes à se dire ok là je passe par des années un peu compliquées, mais en fait il y a la lumière au bout du tunnel. Tous tes efforts, ils ont été récompensés par ta première médaille de bronze aux Europes d'Appel d'Orne. Et pour l'occasion, tu t'en rappelles sans doute, on avait suivi ta première supportrice. La maman. Là, je pense que MJ va se réveiller. Elle doit se réveiller là. Il est temps. Je crois que je connais la vidéo par cœur. Avec Jimmy en plus. Allez bébé, tu peux. Tu le fais. Cette médaille! Ouais, tu l'as! Oui, j'ai C'est la maman la plus heureuse. Ah, je vous jure. Je suis la maman la plus heureuse. Il y a une connexion totale, je vous dis. Elle est forte. Elle est forte. Même derrière l'écran. C'est une businesswoman, c'est une femme qui avait des business, qui est gérante d'un after. Après, elle est avec le Covid, elle a dû passer en restaurant. Tout ça, elle a dû gérer plein de choses. Et en fait, c'est vraiment une femme forte. Et je l'ai toujours vue se battre. Elle a été merveilleuse. Je pense que là-dessus, j'ai rien à dire. J'ai jamais ressenti l'absence de mon père. Quand t'as un exemple comme ça sous les yeux tous les jours, en fait, c'est forcément inspirant. En plus de l'athlé, je sais que vous avez eu une autre passion commune. Catch! Je crois qu'il y a un petit indice dans le sac. Non. Dis-moi que je peux repartir avec. Ma première ceinture. C'est quel titre? Ah non mais waouh, World Champion. En plus c'est dans le thème. Incroyable, ça je la garderai. Est-ce que j'ai le droit de la porter? Tout à fait. Parfait. Alors là elle va pas me quitter. D'où vient cette passion? Bah écoute, ça s'est passé pendant le Covid, justement, où on était enfermés chez nous avec ma mère. Et où en fait, aux États-Unis, ils continuaient de faire des événements de catch. Et moi, déjà petite, j'avais déjà commencé à m'intéresser au catch. Je collectionnais un petit peu les cartes, on échangeait avec les copains. Et en fait, j'ai montré ça à ma mère qui, de base, elle, était vraiment anti-violence. Donc tout ce qui était boxe, catch, tout ça, MMA, encore pire. Et finalement, on est vraiment rentré dedans parce que, bon ben, c'est du show. Et en fait, je me suis retrouvée à pleurer à des 3h du matin sur des matchs de Undertaker avec avec la fin de sa série d'invincibilité à WrestleMania. Mais il y a des gens que j'aime beaucoup, même si en fait ils ont des personnalités hyper contradictoires avec mes valeurs, tout ça. Randy Orton, le Legend Killer. Le mec, il est venu, il a commencé très jeune, il a essayé de battre tous les anciens qui étaient vraiment établis, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Legend Killer. Undertaker. Juste fabuleux, trop fort, une icône du catch. Rey Mysterio, moi j'adore Rey parce qu'il est hyper aérien. Honnêtement, c'est des cascadeurs. On sait que c'est faux le catch, je le sais très bien. Ne venez pas me le dire, je le sais. Mais on se prend au jeu. Tu nous parlais de réveil à 3h du matin. Ouais. Pour le coup, c'est toi qui as fait se réveiller en pleine nuit des gens pendant les mondiaux indoor de Nankin. Est-ce que tu peux nous raconter ce concours de folie où tu décroches ce titre vraiment inattendu? Bah déjà, faut savoir que j'étais pas sûre d'aller au monde quelques mois avant ça. Au mois de janvier, on en discutait avec mon coach et on s'était dit oui, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller au championnat du monde? Ça retarde un petit peu la préparation pour l'été. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller pour faire 8e? Bon, bah finalement, heureusement qu'on y a mis un pied. Et ben écoute, sinon en vrai ça s'est très bien passé. Après la barre à 70, il y a eu justement l'incident technique qui a duré quasiment 40 minutes, 45 minutes je dirais. Moi à ce moment-là je me dis mais faut lâcher prise, enfin je peux rien faire, je suis pas technicienne, je vais pas aller les aider, je vais pas trouver la solution magique. Et derrière 75, je prends ma plus grosse perche, je me dis ça fait 40 minutes que j'ai pas sauté et là c'est dans ma tête c'est quand même challengeant parce que je me dis 40 minutes après, reprendre la plus grosse perche, j'étais à deux doigts de dire à mon coach ouais mais est-ce que je peux pas ressauter un saut avec la perche du dessus? Et je me suis dit non, vas-y vraiment, t'as envie de te régler, t'as envie de sauter haut. Et là, déjà premier saut, tout le monde a dû me prendre pour une folle parce que je passe vraiment pas, mais je dis à mon coach c'est la bonne et ça va passer. Parce que j'ai la sensation, il y a un truc qui se passe et je sais que ça va fonctionner. Et en fait, le saut d'après, ça passe et ça passe large. Et là, je me dis mais c'est juste génial.
Toutes les filles me disaient mais c'est bizarre, tu pleures pas et tout. Je dis non mais c'est trop bizarre, j'ai juste envie de sauter. Mon coach qui me dit mais remets-toi dans la compète, je lui dis mais je suis dedans, vraiment il y a pas de souci. Et en fait je suis contente des tentatives que j'ai fait à 80. Je pique les 2 premiers, le dernier je le pique pas. Mais je me suis dit qu'en fait c'est qu'une question de temps et ça m'a vraiment rassurée en tout cas. On a l'impression qu'avec toi il y a des caps énormes qui sont franchis sur les grands championnats. Ouais. T'as toujours fonctionné comme ça? T'as une capacité sur des grands rendez-vous à d'un coup exploser? Mais je pense que je suis vraiment une fille des compétitions. J'adore le challenge et je pense que je suis pas forcément une fille stressée, mais qui prend un peu tout comme un challenge. Tu vois, à Apeldoorn, le fait que mon coach il soit pas là, parce que justement sa femme était en train d'accoucher, je me suis dit ah mais c'est trop bien, l'histoire qu'on pourra lui raconter à la petite. Imagine, en fait t'es née, mais du coup il a dû repartir et en fait je me dis c'est juste un challenge de plus. Et je pense de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, ça m'aide et ça me permet d'arriver sur les championnats un peu plus relax. Mais faut se dire quand même que globalement j'avais quasiment toujours une place d'outsideuse, qui est beaucoup plus facile à assumer aussi. Tu nous disais que t'étais peut-être pas trop une athlète d'entraînement, mais ton groupe a quand même un petit message pour toi. Oh, je veux bien. Merci. Coucou MJ, petit message après la muscu, on est tous serrés sur cette box pour t'envoyer plein d'amour. On t'attend au petit foot ou pas si t'arrives à sortir des cages, mais plus sérieusement, on te souhaite bon courage pour la saison, on est tous derrière toi et on t'aime tous très fort. Et on a trop hâte de te voir sauter à Tokyo. Ah ben là, t'as mes 3 meilleures amies. À gauche, il y avait Emma Brentel, qui est recordwoman de France cadette. C'est une force de la nature, Emma, et c'est vraiment une fille avec un sacré tempérament. Au milieu, on a Amy, donc Amy Eldoyen, pareil, qui a fait un podium au championnat de France chez les juniors, si je dis pas de bêtises, record à 4,01 m, je les connais bien, mes copains. Je la remercierai jamais assez, et c'est une fille qui est toujours là pour moi. Ça a été franchement un vrai pilier, surtout pendant la période où ça allait pas. Et à Thorot, t'as Isaac Palatz, du coup, qui vient récemment de battre son record en plus, qui sort d'une passe justement de 3 ans sans battre son record, et qui m'a dit mais en fait MJ, tu vois, là-dessus tu m'as inspiré. C'est le plus beau des cadeaux, et c'est vraiment des personnes qui sont chères à mon cœur. Qu'est-ce que tu pourrais ramener de Tokyo pour les remercier eux, mais aussi ton club, je crois, auquel tu es très attaché? Une médaille. Ouais, le plus beau, ça serait quand même de ramener une médaille. Forcément, c'est après avoir goûté à l'or au championnat du monde, on a envie de regoûter encore une fois à l'or. J'ai pas envie de baisser mes exigences. Il va falloir que je saute haut, on le sait. Là, il y aura tout le monde. Et ça sera l'occasion de prouver, mais pas tellement prouver aux gens, mais de me prouver à moi-même qu'en fait ce titre il sort pas de nulle part. Et c'est une force intérieure qu'on peut avoir de se dire, en fait, je fais pas ça pour le regard des autres, mais vraiment pour moi.